Je vais déjà commencer par remercier l'ARSLA pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être là et de participer à cette Assemblée générale. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Luc Dupuis et je suis directeur de recherche à l'INSERM. Et je dirige un laboratoire à Strasbourg qui ne travaille que sur la SLA. Enfin, je le dirige depuis 5 ans et je ne travaille personnellement sur la SLA que depuis toute ma carrière de chercheur, c'est-à-dire 25 ans. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on peut remettre le PowerPoint. Donc, je vais vous expliquer l'importance de la génétique dans la SLA. Je vais essayer de ne pas vous l'expliquer de façon la plus classique ou celle qui est faite dans les manuels, c'est-à-dire je vais essayer de sortir de la dichotomie entre SLA familiale et SLA sporadique telle qu'elle est expliquée, pour vous expliquer que la génétique, elle intervient probablement à de très nombreux endroits dans la physiopathologie de la SLA et que ça a des conséquences très concrètes sur la façon dont on peut euh, envisager le futur pour les traitements de cette maladie. Alors, je vais donc faire 2-3 petits rappels qui sont très importants avant d'aller dans le vif du sujet. La première chose dont il faut se rappeler, c'est que la SLA, c'est une maladie qui est définie cliniquement. Et ça conditionne absolument tout quand on discute de cette maladie. C'est-à-dire qu'on définit la SLA par ses symptômes et par l'atteinte des deux motoneurones, le motoneurone inférieur, celui qui contrôle les muscles, et le motoneurone supérieur dans le cortex qui contrôle l'activité des motoneurones inférieurs. Et en fait, l'atteinte de chacun de ces motoneurones a des conséquences qui provoquent les symptômes, et c'est ça qui définit la SLA. Ce n'est pas du tout une définition, par exemple, génétique pour la SLA, c'est une définition clinique. Ça veut dire que s'il existe plusieurs façons d'atteindre les deux motoneurones, eh ben, ça va converger vers une SLA et on appellera, même si la maladie est différente et la cause est différente, on appellera cette maladie SLA. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il n'y a pas une SLA, mais il y a des SLA. Et il y a probablement autant de SLA que de patients. Ça, c'est une opinion personnelle que je vous donne. Donc la SLA est un syndrome. Et ça conditionne beaucoup de choses quand on pense à la génétique de la maladie. Alors, deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que si c'est un syndrome et si c'est hétérogène et si on définit finalement par rapport aux symptômes, il y a quand même un point commun à quasiment tous les patients atteints de SLA, c'est que les patients atteints de SLA développent des inclusions, c'est-à-dire des lésions dans le cerveau qui comprennent une protéine qu'on connaît maintenant depuis une dizaine d'années, qui s'appelle TDP43. Donc ici, vous avez la répartition de l'anatomopathologie des patients SLA, et vous voyez que près de 97% des patients atteints de SLA vont avoir des lésions de cette protéine dans le cerveau. C'est l'équivalent pour la SLA du peptide amyloïde pour la maladie d'Alzheimer ou de la synucléine pour la maladie de Parkinson. C'est une signature moléculaire de la maladie. Et vous voyez qu'il y en a deux autres qui sont SOD1 et FUS, je vais en parler. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a la définition avec les symptômes cliniques, mais ça veut dire aussi que si on veut expliquer la physiopathologie de la SLA, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on arrive à relier à cette protéine-là, TDP43, il va falloir qu'on fasse rentrer cette protéine-là dans le puzzle qu'on veut assembler. Donc, je vais vous présenter 4 points importants. Le premier point, c'est généralement pas ce qui est fait d'habitude, on commence tout de suite par parler des SLA familiales. Mais je vais vous dire que la SLA a une composante héritable, je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, je vais vous parler du sommet de l'iceberg, c'est-à-dire les formes familiales. Et puis, je vais vous expliquer qu'il y a une contribution génétique bien au-delà des formes familiales. Et puis, je vais vous terminer en parlant de finalement ce qui est le présent et sans doute le futur de la génétique de la SLA. C'est-à-dire est-ce qu'on peut aller plus loin que simplement définir génétiquement le risque de développer une SLA. Donc, un point qui me paraît très important et qui, je trouve, n'est pas assez mentionné, c'est que finalement, la SLA est une maladie avec une forte héritabilité.
je vais revenir, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, héritabilité, ça ne veut pas dire que c'est familial au sens strict tel qu'on le comprend. Mais ça veut dire qu'il y a une composante génétique qui est importante. Et en fait, cette composante génétique, alors je ne l'ai pas mis sur cette dia, cette composante génétique, elle est 3 à 4 fois plus importante dans la SLA que dans d'autres maladies neurodégénératives, notamment l'Alzheimer. L'héritabilité de la SLA, je vais vous le montrer de différentes façons après, c'est à peu près 50%. L'héritabilité pour l'Alzheimer, le Parkinson, alors ça ne veut pas dire que vous avez un risque sur 2, hein. Je vais préciser ce que ça veut dire. Mais l'héritabilité pour l'Alzheimer, c'est par exemple 15 à 20%. C'est 3 à 4 fois plus important pour la SLA que pour les autres maladies neurodégénératives. Alors comment on sait qu'il y a une héritabilité importante? On peut calculer ça avec différentes approches de génétique des populations. Donc la première chose, je vais vous donner 3 exemples. Ici, c'est une étude assez récente qui utilise des jumeaux. Donc, ils ont pris des grandes cohortes de population et ils ont étudié si les jumeaux, qu'ils étaient dizygotes, c'est-à-dire faux jumeaux ou vrais jumeaux, hérités, étaient concordants ou discordants sur la SLA. Évidemment, à partir de ça, on peut calculer une sorte de contribution génétique de la maladie. Dans cette étude-là, et en fait, il y en a plusieurs qui montrent toujours la même chose, c'est à peu près 50%. Donc 50% de composantes génétiques et 50% de composantes environnementales. C'est-à-dire que si on devait faire une recette, il faut à peu près 50% de génétique et à peu près 50% d'environnement pour provoquer une SLA. On peut le faire exactement de la même façon en prenant cette fois-ci une population entière et en regardant si, entre les parents et les enfants, on voit un enrichissement important des cas de SLA. C'est-à-dire, est-ce que si vous avez un père ou une mère qui a eu la SLA, est-ce que vous avez un risque accru d'avoir la SLA? Et on trouve exactement le même chiffre qu'avec les études de jumeaux, c'est-à-dire à peu près 40 à 50%. Ça, c'est pour les études en population. Donc, c'est des grandes cohortes de millions de personnes qui sont suivies. Et le dernier type d'études, c'est les registres. Donc ça, c'est des registres de population. Vous avez tous les cas de SLA qui sont inclus. Et pour chaque cas de SLA, on a des contrôles qui sont de même âge, de même sexe, éventuellement de même localisation génétique. On en a un très bon en France, qui est celui porté par Philippe Couratier. Et là, je vous ai mis ce tableau-là parce que je trouve que les chiffres sont intéressants. Et ça permet de fixer les choses. Les contrôles, donc c'est des gens qui n'ont pas de patients SLA dans leurs proches, ont un risque de développer la SLA. Vous voyez, 0,15, 0,2, 0,1, c'est des pourcents. Donc entre 0,1 et 0,2% de risque de développer la SLA. C'est ce qu'on dit d'habitude, un risque sur 800, entre un risque sur 400 et un risque sur 800 d'avoir la SLA. Ici, vous avez le risque pour les personnes qui ont un proche qui a eu la SLA. Et vous voyez que là, on est presque à 1%. Donc ça veut dire que le risque d'avoir la SLA quand on a eu un père, une mère, un frère, une sœur qui ont eu la SLA est globalement 5 à 10 fois plus élevé que quand vous n'avez pas eu une personne de votre famille proche qui a eu la SLA. Donc ça ne veut pas dire que c'est hérité, mais ça veut dire que c'est héritable. Il y a une composante génétique qui est probablement très importante et qui est largement sous-estimée. Donc finalement, c'est pour ça que je vous dis qu'on connaît actuellement, et je pense qu'on connaît qu'une toute petite partie du rôle de la génétique dans la SLA. On connaît essentiellement la SLA familiale, et vous en avez certainement entendu parler beaucoup, mais c'est que finalement, les formes les plus sévères génétiquement de SLA qui ont été identifiées, il y a toute cette partie-là qui est encore un peu sous l'eau, du rôle de la génétique au-delà de la SLA familiale et dans la SLA sporadique notamment. Alors, je vais quand même vous parler de la SLA familiale parce que c'est un point qui est très important et je vais vous expliquer pourquoi c'est particulièrement important.
Donc, je pense que vous savez tous qu'il y a certaines familles où on a là des formes familiales. Ça veut dire que, par exemple, dans cette famille, chaque ligne est une génération et chaque personne en noir, donc là vous avez les grands-parents, les parents, la génération, la troisième génération, quatrième génération, et vous voyez que chaque personne en noir a eu la SLA. Donc vous voyez que dans cette famille, il y a la moitié de la famille qui est décédée de SLA. Donc là, on a ce qu'on appelle une maladie génétique autosomique dominante, et c'est une cause unique qui suffit à provoquer la SLA. Ces formes familiales, elles ont deux caractéristiques. Souvent, elles sont un petit peu plus précoces. Alors, certaines formes familiales plus que d'autres. Ici, vous voyez que FUS, et les patients qui ont des mutations FUS sont un déclenchement plus précoce. Et par contre, la progression est très variable. Certaines formes familiales vont progresser plus vite, d'autres formes familiales vont progresser plus lentement. Les mutations FUS, là encore, progressent beaucoup plus vite. Les mutations SOD1 ont tendance à progresser plus lentement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans certains cas, rares, probablement 10-15%, une seule mutation suffit à provoquer la SLA. Ces cas rares, ils sont pourtant hétérogènes. C'est-à-dire que vous avez ici tous les gènes qui ont été... Alors, c'est arrêté en 2020, il y en a encore d'autres. Hein. On a presque une cinquantaine de gènes maintenant qui ont été liés à la SLA familiale. Et vous avez la taille du rond est proportionnelle à l'importance, à la fréquence de la mutation. Et vous voyez qu'il y a deux gros ronds qui sont C9orf72 et SOD1. Et vous avez deux ronds un peu moyens qui sont TAR-DBP et FUS. TAR-DBP, c'est le gène qui code pour la protéine TDP43. Une mutation de TDP43 peut provoquer une SLA familiale. Et FUS, c'est le gène qui code pour la protéine FUS. Donc, je vous ai dit aussi que dans certains cas, il y avait des agrégats. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a énormément de gènes et il y en aura encore plus dans des formes familiales de SLA. Alors, ce que je vous ai présenté là, c'est les formes familiales. C'est ce qu'on appelle les causes monogéniques. Un seul gène suffit. Si vous avez ce gène, vous avez le risque de développer la maladie. Si vous n'avez pas ce gène dans la même famille, vous ne développerez pas la maladie. Et ça, du point de vue de la recherche, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que ça nous a permis, enfin pas nous, hein, pas moi en particulier, mais dans la communauté, de développer des modèles de SLA. Et dans ces modèles, on peut tester des traitements. Et ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que pour la mutation SOD1, depuis 20 ans, on a un modèle de SLA lié à la souris, à la mutation SOD1. Et grâce à ce modèle, on a pu comprendre comment la mutation provoquait la maladie. C'est très important parce que ce n'était pas du tout ce qui était attendu au départ. Au départ, on croyait que la mutation, en fait, elle provoquait la diminution de la protéine. En fait, on s'est aperçu qu'elle provoquait quelque chose de toxique et qu'il fallait encore plus diminuer cette protéine. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur un mécanisme complètement contre-intuitif, paradoxal par rapport à ce qu'on pensait. Et c'est grâce aux travaux dans ces souris qu'on a pu comprendre qu'il fallait diminuer la protéine mutée chez les patients qui avaient la mutation SOD1. Et ça a amené, ce que vous avez peut-être entendu, en 2023, le premier traitement pour une forme familiale de SLA, qui est le tofersen, qui est entièrement basé sur des travaux de recherche, notamment sur la souris SOD. Et vous voyez que là, vous avez les résultats de cet essai. Hein. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'engagement de la cible. Vous voyez que dans le groupe contrôle, la SOD elle-même ne change pas, alors que dans le groupe traité, il baisse. Et tous les patients ont ensuite été mis sous tofersen. Et vous voyez que ensuite, le groupe contrôle rejoint le groupe traité. Là, ce que vous voyez ici, c'est les neurofilaments. Les neurofilaments, c'est
le marqueur de dommage axonal, le marqueur de neurodégénérescence en fait. Plus vous avez du neurofilament dans votre sang, plus vos neurones souffrent. Et ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui sont contrôle, on a un taux de neurofilament qui reste stable. Par contre, les neurones souffrent moins quand on traite au tofersen chez ces patients-là. Et surtout, ça se traduit par une amélioration clinique, un ralentissement de la maladie. Vous voyez que ces patients qui sont traités sous tofersen progressent moins vite que les patients contrôle qui ont eu le tofersen 6 mois plus tard. Et donc ça veut dire que l'effet clinique commence à être visible 6 mois à 1 an après le début du traitement. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que pour les formes familiales, quand il y a une cause unique bien définie, on peut avoir un espoir. Je vais rester prudent, mais c'est le cas notamment pour SOD1. Là, maintenant, on a un traitement. Ce traitement, il est encore imparfait. Il va falloir l'améliorer. Il va falloir améliorer la façon dont il est administré. Il va falloir améliorer son efficacité, etc. Mais on sait qu'on peut améliorer les patients qui ont ces mutations SOD1. Par contre, pour l'instant, la même stratégie n'a pas marché pour l'instant pour le gène C9 ORF72, mais peut-être que dans 4 ans, ou dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça va être plus le cas. Et le dernier pour lequel une stratégie du même type est en cours, c'est FUS. Donc on va voir dans quelques années si effectivement, pour ces 2 gènes-là, on va pouvoir avoir des traitements qui seront spécifiquement pour ces patients-là, pas pour a priori les autres. Donc c'est très important de continuer à identifier les mutations dans les formes familiales, parce que si on identifie les mutations dans les formes familiales, on peut développer des traitements progressivement pour chacune de ces formes familiales, en sachant qu'on est complètement limité par la multiplication des gènes et les efforts de recherche qui sont nécessaires. Donc, la génétique, c'est important pour les formes familiales parce qu'effectivement, c'est une source de compréhension de ce qui se passe et c'est une source de traitement. Maintenant, est-ce que finalement, quand je vous dis c'est héritable, qu'il y a une contribution génétique, je vous ai présenté que ça, c'est-à-dire la caricature, une mutation suffit. Mais il y a beaucoup de gènes de SLA, beaucoup de gènes qui sont liés à la SLA, qui ne sont pas suffisants un seul. Il en faut plusieurs, c'est ce qu'on appelle oligogénique. Donc vous devez avoir plusieurs facteurs génétiques qui vont provoquer la maladie, et de nombreux, c'est polygénique. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une accumulation de facteurs qui vont provoquer la maladie. Donc ça vous explique pourquoi il y a une contribution génétique, un terrain, mais pourquoi ce n'est pas forcément hérité systématiquement d'une génération à l'autre. Deuxième niveau de complexité, certaines mutations ne sont pas ce qu'on appelle pénétrantes. C'est-à-dire que vous allez avoir des mutations qui vont être présentes, mais qui vont provoquer la maladie seulement dans une partie de la population, et on ne comprend pas bien pourquoi. Donc ça, c'est un deuxième niveau de complexité pour la compréhension de la génétique de la SLA. Troisième niveau de complexité, et là, on va commencer à venir à des choses, je vous ai dit 50% de génétique, 50% d'environnement. Eh bien, si ça se trouve, certaines mutations génétiques ne provoquent la maladie que quand il y a un environnement, entre guillemets, favorable au développement de la SLA. C'est ce qu'on appelle l'interaction entre le gène et l'environnement. Et ça, c'est des choses, on va y venir dans les prochaines années, arriver à comprendre finalement ce qui fait qu'avec un facteur de risque, l'environnement peut favoriser le développement de la maladie ou pas. Donc, ce que je vous ai dit là, c'est beaucoup de complexité. Beaucoup de complexité, ça veut dire des études à très grande échelle. Parce que pour pouvoir sortir du signal, pour pouvoir sortir des choses, il faut qu'on puisse s'affranchir de cette hétérogénéité. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des milliers de patients qui soient inclus dans les études. C'est ce qui se passe dans les grands consortiums de génétique, et notamment des consortiums où on fait ce qu'on appelle de l'association génome entier. Là, il faut des milliers et des milliers de patients, et l'ARSLA notamment participe, et la communauté française, à différents
des consortiums notamment européens qui essayent de comprendre la génétique de la SLA. Alors, le résultat de ça, c'est ça. Là, vous avez le paysage génétique de la SLA. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. C'est ce qu'on appelle un Manhattan plot. Manhattan, parce que vous avez les lignes de points, les buildings de la skyline qui se créent. Et en fait, ce que vous voyez, ces alignements de points-là. Ici, vous avez le premier chromosome et là, vous avez le 22e chromosome. Donc, vous avez tout le génome ici. Et ces points qui sortent là, c'est les gènes de susceptibilité à la SLA. Actuellement, on en a 15, mais il y en aura encore d'autres. Il y en a probablement des dizaines et des dizaines. Et vous voyez que les buildings les plus élevés, il y en a un qui n'est pas très étonnant, c'est C9ORF72. Vous en avez un autre ici, il doit être là, le 21, chromosome 21, c'est SOD1. Donc voilà, vous retrouvez les gènes familiaux. C'est normal, c'est des gènes de susceptibilité. Mais vous avez des gènes, ici par exemple, celui-là, UNC13A, qui était complètement, qui n'est pas du tout un gène familial, qui est en fait un facteur de risque qui est présent chez à peu près 25% de la population. Donc 25% de la population présente ce facteur de risque. Et ce facteur de risque, il augmente de à peu près 30-40% le risque de développer une SLA. C'est-à-dire que vous allez avoir 30 à 40% de risque en plus de développer une SLA si vous faites partie des 25% de la population qui ont ce gène-là, UNC13A. Alors j'avais pensé, je me demandais, je m'étais dit peut-être qu'il y aurait... voilà, j'ai voulu vous montrer quelques données, mais je vais passer. Ce que je vais dire, c'est que cet allèle de risque, ce gène de risque UNC13A, en fait, ce qu'il fait, ça a été montré il n'y a pas très longtemps, c'est que quand vous avez ce facteur de risque-là, et que par ailleurs, vous avez TDP43 qui n'est pas normal, eh bien, la conséquence, c'est que vous perdez la protéine qui est codée par ce gène. Et cette protéine-là, elle est impliquée dans le fonctionnement du neurone. C'est-à-dire qu'en fait, on relie cette génétique, là, à TDP43. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut comprendre pourquoi les gens qui ont cette allèle de risque, et finalement c'est un quart de la population, pourquoi ces gens-là sont plus à risque de développer des conséquences délétères de la perte de fonction de TDP43. Donc ça, c'est pour moi très important et c'est quelque chose vers lequel on va aller de plus en plus. C'est essayer de relier les formes familiales, mais aussi les facteurs de risque, à ce qui se passe réellement chez le patient, c'est-à-dire notamment l'agrégation de TDP43 et la compréhension des mécanismes moléculaires qui amènent aux symptômes. Alors, donc, j'espère que je vous ai convaincu que le risque de SLA était en partie génétique. Ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on a fait quelque chose de très brut, de très caricatural. C'est-à-dire qu'on a pris de l'ADN de patients, on a comparé à des contrôles et on a essayé de savoir pourquoi les patients avaient un risque de développer la SLA. Mais la SLA, c'est pas du tout, je vous le disais au début, c'est très hétérogène. Et finalement, peut-être qu'on est en train de louper l'éléphant dans la pièce, parce que, vous voyez, on est le nez sur notre risque de développer la SLA, et si ça se trouve, si on prenait un peu de recul et qu'on regardait le schéma dans son ensemble, au lieu de voir un mur, une corde, un arbre, etc., on verrait un éléphant. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, et c'est ce qu'on est en train de faire depuis un moment, c'est de comprendre la complexité de ce qui se passe chez un patient SLA et finalement d'essayer de voir si la génétique peut ou pas jouer un rôle dans cette diversité, dans cette hétérogénéité. On sait que les patients SLA, ils ont une faiblesse musculaire progressive, plus ou moins progressive.
On sait que les patients SLA, ils ont une atteinte du motoneurone supérieur qui se traduit par exemple par de l'hyperréflexie ou de la spasticité. On sait que certains patients SLA vont avoir des symptômes cognitifs. On sait que certains patients SLA vont plus ou moins avoir de perte de poids. Et finalement, et si au lieu de regarder juste oui, non, j'ai la SLA, j'ai pas la SLA, on regardait si la génétique pouvait jouer un rôle dans chacun de ces mécanismes. Et ça, c'est très important parce que vous imaginez bien que finalement, si on arrivait à identifier génétiquement qu'est-ce qui provoque la faiblesse musculaire, on pourrait peut-être le traiter. Sauf que pour l'instant, on ne l'a jamais regardé. Et on a mis ensemble des patients qui avaient des progressions très lentes et des progressions très rapides. Et si ça se trouve, on est passé complètement à côté de toute une partie de la génétique de la SLA. Donc, je vais vous donner un exemple qui est quelque chose qu'on fait, nous, au laboratoire, depuis maintenant quelques mois. C'est qu'on essaye d'étudier la génétique de la progression de la SLA. Parce qu'on sait que la progression de la SLA est hétérogène. Ici, vous avez l'échelle ALSFRS, qui est une évaluation de la fonction. Quand quelqu'un n'est pas malade, il a 48. Et au fur et à mesure de la progression de la maladie, le chiffre diminue. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez des patients qui vont progresser en 1 an et d'autres qui vont mettre des dizaines et des dizaines d'années. C'est comme ça qu'on a, par exemple, un Stephen Hawking qui a vécu 50 ans avec une SLA. On ne sait absolument pas si c'est génétique. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a repris. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des dizaines de milliers de patients qui ont fait de la génétique, mais qu'à aucun moment dans ces études génétiques, on a inclus les données cliniques. C'est-à-dire que, notamment dans les grands consortia européens, on sait oui, non, SLA, mais on ne sait absolument pas si le patient il a vécu 6 mois ou s'il a vécu 15 ans. Donc le travail qu'on a fait avec des collègues italiens, américains, allemands et français, c'est qu'on a créé à partir de... je vais y arriver. Pourquoi ça passe plus ? Oh. Je vous ai spoilé tout le truc. Ah oui, c'est parce que... Ouais, Donc, on a créé une... J'ai mis les données brutes, elles sont très lourdes. Alors, je vais appuyer une seule fois. Donc, on a créé une cohorte de patients, de 2000 patients, pour lesquels on a la génétique au niveau de l'ensemble du génome et les données cliniques très précises, c'est-à-dire l'évolution de la ALSFRS sur au moins 3 points. Ça va venir, j'espère. Et on a fait la même chose. Voilà, j'y touche plus. Voilà. On a fait de l'étude et vous voyez qu'on a un Manhattan plot. Et on commence à voir apparaître ici ces alignements de points qu'on recherche. Ces alignements de points-là, c'est des gènes ça nous pointe vers des gènes qui sont associés à la rapidité de la progression de la maladie. Là, on n'a que 2000 patients. Actuellement, on est en train de récupérer les données de 2000 autres patients. Mais même avec ces 2000 patients, on a des choses qui sont très encourageantes. Alors ça ne vous dit rien du tout, mais c'est ce qu'on appelle une valeur de P. En fait, ça vous montre la significativité de ce que vous trouvez. Et pour être significatif au niveau du génome entier, il faut qu'on arrive à 10-8. Là, on est à 10-7. On est vraiment tout près. On est vraiment tout près. Et non seulement on est tout près, mais surtout, ça, c'est nos 7 premiers gènes. Et surtout, on a 4 cohortes. Je vous ai dit, Italie, Allemagne, France, USA. Et sur chacune de ces 4 cohortes, on a exactement le même signal. C'est-à-dire que vous soyez un patient italien, américain, allemand ou français, ce gène-là, ici, il est protecteur de la même façon. Et ça, du point de vue de la génétique, c'est très, très, très encourageant. Ça veut dire qu'on est à une question, maintenant, il faut juste qu'on ait quelques centaines de patients en plus et on va y arriver. Et surtout, ça a du sens. Ici, ce que vous voyez, c'est la même chose, la ALSFRS, en fonction du temps.
Et là, vous avez les patients qui ont les 2 allèles de risque. Là, les patients qui n'ont qu'une copie. Je rappelle qu'un gène, c'est 2 copies. Donc là, il y a les 2 copies de risque, une copie de risque, 0 copie de risque. Vous voyez que la pente n'est pas la même. Ça veut dire que si on arrivait peut-être à ce gène-là, on pourrait peut-être faire passer ces patients-là vers ça. Et ça, c'est la fonction, mais c'est vrai aussi pour la survie. C'est-à-dire que les patients qui ont l'allèle de risque vivent moins longtemps que ceux qui ont qui n'ont pas l'allèle de risque. Donc ça nous intéresse beaucoup parce que c'est des cibles thérapeutiques. Directement, on peut imaginer que certains de ces gènes vont nous permettre de comprendre les bases génétiques de la faiblesse musculaire, pourquoi certains patients progressent plus vite et pourquoi d'autres progressent moins vite, et à partir de là, essayer de transformer un patient progresseur rapide en un patient progresseur lent, et un patient progresseur lent en un patient progresseur encore plus lent. Seulement le problème, c'est que pour faire ça, il faut qu'on ait des cohortes, et il faut qu'on ait sur les mêmes patients la caractérisation clinique, les informations génétiques, et en plus, idéalement, des échantillons biologiques, parce qu'il faut pouvoir valider après ce qu'on veut. Et ça, comme je vous disais, dans les grands consortia européens, ça n'existe pas. Ce qu'ils ont, c'est de l'ADN et c'est tout. Ils n'ont même pas les informations cliniques. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, le centre de Lille, avec tout le soutien de la filière, de l'ARSLA, a créé cette cohorte Pulse. Cette cohorte Pulse, c'est unique au monde. J'étais à Boston il y a 3 mois. L'association Target, la fondation Target ALS est en train de faire la même chose. Sauf qu'eux, ils n'ont pas inclus un seul patient. Et nous, on l'a. Nous, on a cette cohorte qui est faite, qui est complète. Et grâce à l'ARSLA, on a en plus maintenant la génétique qui est en cours. C'est-à-dire que ces patients vont tous être séquencés génome entier et on va pouvoir les inclure dans nos études que je vous ai présentées juste avant. On va pouvoir augmenter la puissance de nos études et du coup étudier l'origine de la perte de poids, l'origine de la faiblesse musculaire, etc. Ce qu'on ne peut absolument pas faire avec les données qui sont actuellement sur les ordinateurs du monde. Et dernier point, pour vous dire qu'on est un peu, je pense, bien placé en France par rapport à ça, c'est qu'on a une deuxième cohorte qui a aussi été impulsée grâce à la filière qui s'appelle FG Coals, qui est une cohorte franco-allemande, qui va commencer ses inclusions en 2023, on espère, où on aura aussi des données cliniques et de la génétique, et on aura à la fin 2000 patients français, entre les 500 de Pulse et les 1500 de FG Coals, où on aura à la fois les données cliniques et la génétique. Et là, vous voyez que 2000, c'est déjà tout ce que nous, on a obtenu avec des efforts mondiaux, c'est autant que tout ce que le reste du monde est capable de fournir actuellement. Donc ça, c'est des ressources absolument extraordinaires pour les chercheurs. Et c'est aussi, je trouve, une source d'espoir pour trouver des traitements. Donc à quoi ça va servir ? Ça va servir, à mon avis, à 4 choses. 3 choses qui sont réellement très concrètes, à plus ou moins long terme. Déjà, source de traitement. Certains des gènes que je vous ai montrés là, on les connaît très bien, et on va peut-être pouvoir les activer. Donc ça veut dire que peut-être on pourra utiliser ça comme source de traitement. Peut-être aussi qu'on va pouvoir, à partir de là, dire à certains patients, vous avez cet allèle de risque-là, vous avez ce gène de risque-là, donc on va pouvoir vous donner ce traitement. Vous ne l'avez pas, mais vous en avez un autre, on va pouvoir vous donner un autre traitement. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Ça veut dire que peut-être, et ça on y arrive, une des premières choses qui sera faite dans les centres, j'espère, dans les prochaines années, ça va être de faire de la génétique pour pouvoir identifier les éventuels allèles de risque et pouvoir orienter vers de la médecine personnalisée. Troisième point qu'on est en train déjà de travailler, je vous ai dit, c'est complexe. On n'a pas, dans la plupart des patients sporadiques, ce n'est pas un gène
mais c'est probablement des dizaines. En combinant ces informations-là, on va pouvoir peut-être faire ce qui se passe maintenant dans le cancer, c'est-à-dire des scores polygéniques, avec l'idée qu'on va pouvoir, à partir du génome du patient, avoir une fourchette de progression, pouvoir dire, vu votre génome, vu votre score, le pronostic est le suivant. Alors ça, c'est difficile à entendre, mais c'est extrêmement intéressant pour le clinicien, c'est extrêmement intéressant aussi pour les essais cliniques, parce que le jour où on pourra inclure dans des essais cliniques des patients qui sont, entre guillemets, homogènes d'un point de vue pronostic, on va pouvoir diminuer par 5, 10 le nombre de patients qu'on va devoir inclure dans chaque essai pour avoir une réponse qui a du sens. Ça veut dire qu'on pourra multiplier par 5 ou 10 le nombre d'essais et donc les chances de succès. Donc ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, dans les tuyaux et qui vont pouvoir être faites grâce aux études que je vous ai montrées, mais grâce aussi il y a des tas d'autres efforts dans le monde entier sur ce genre de choses. Donc c'est sûr que la compréhension de cette génétique va nous permettre, j'espère, dans les années qui viennent, d'arriver à ça. Alors ça, c'est mon labo, je voulais les remercier, donc à Strasbourg. Et puis, je voulais encore remercier l'ARSLA et vous dire que la plupart des gens qui sont là se sont inscrits aux éclats de juin et sont en train de réaliser leurs exploits, entre guillemets, pour lever des fonds, et qu'on est très heureux du soutien de l'ARSLA permanent depuis des années, et aussi du souffle qu'on sent autour de cette association depuis quelques années. Et voilà, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, pour être un jeune administrateur à l'ARSLA, j'entends parler de Pulse et je comprends 1000 fois mieux effectivement tout l'intérêt d'investir et notamment pour la partie génétique, analyse du génome, l'importance d'investir des sommes. Mais bon, Ouais, c'est vrai que c'est tout de suite des sommes très importantes, hein, parce qu'un génome, ça va diminuer dans les années à venir, hein, mais un génome actuellement, c'est 800 à 1000 euros. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu un débat dans la communauté pour savoir si c'était intéressant de regarder la génétique ou pas. Et je pense que ça a fait qu'au départ, dans Pulse, il n'y avait pas forcément la composante génétique. Maintenant, je pense que tout le monde est convaincu qu'on a absolument besoin de cette information-là, ne serait-ce que pour pouvoir, au sein de la cohorte, identifier les patients qui ont des mutations familiales, parce qu'il y en a, qui ne sont pas forcément identifiés en tant que tels, et qui vont permettre de trouver aussi des choses qui sont pertinentes de classer, en fait. En fait, on a besoin de trier l'information et de classer. Donc effectivement, je vous confirme que on avait beaucoup d'avance en France, on continue à l'avoir, et je pense que c'est extrêmement important que cette étude puisse aussi être mise à disposition de la communauté, parce que vous avez vu, hein, nous on a 2000 patients actuellement là. Je vais être clair, Pulse est extraordinaire, mais Pulse tout seul, c'est pas suffisant. Il faudra qu'il y ait aussi la cohorte Target ALS, il faudra qu'il y ait aussi il y a des cohortes en Angleterre, etc. Et toutes ces cohortes mises ensemble vont pouvoir amener de l'information, et il y aura eu une grosse contribution de la recherche française là-dessus. Ouais, je voudrais juste faire un commentaire pour dire que on ne se rend pas compte souvent de la difficulté de constituer une cohorte comme Pulse. Mais enfin, on le voit historiquement, puisque c'est quelque chose qui a commencé il y a déjà plusieurs années, et que pour arriver à ce que les malades, enfin du moins tous les échantillons
soient caractérisés comme tu les as décrits, enfin, avec de multiples paramètres, c'est extrêmement complexe. Il faut qu'il y ait le suivi, il faut qu'il y ait la disponibilité des prélèvements, il faut que ces prélèvements arrivent au bon endroit. Il faut, enfin, c'est très difficile, c'est très complexe. Et ça prend beaucoup de temps, il faut arriver à le comprendre. Parce que j'entends beaucoup dire, ouais, Pulse, ça n'avance pas, Pulse, ça ne sert à rien, finalement, ça va. Bon. Alors, je crois aussi que sans trahir véritablement de choses, je pense que les résultats génétiques obtenus sur Pulse, on espère, si on arrive à régler les problèmes entre les différentes agences de financement. Enfin, on ne sait pas rentrer dans ces débats-là. Voilà, oui, enfin, bon. Ces résultats, on les aura l'année prochaine. Ouais. Et ce qui est quand même très important. Et au moins, Pulse aura servi à quelque chose déjà, ne serait-ce que si on a ces résultats, tout en sachant qu'il y a actuellement une quinzaine d'autres études qui se servent des échantillons Pulse et dont on aura aussi les résultats à terme. Enfin, donc pour bien montrer à la communauté ARSLA qu'effectivement ça avance et que c'est exploité. Je vais juste... puis, il y a la cohorte qui est une fin en soi en tant que telle. Et il y a la mise à disposition de la communauté scientifique. Parce qu'en fait, avec une ressource comme ça, on va pouvoir... C'est une ressource. On va pouvoir poser des tas de questions. Complètement... auxquelles on n'aurait pas forcément pensé dès le début. On a dans Pulse de l'imagerie, on a de la génétique, on a de la biologie, et du coup, on peut imaginer de poser vraiment des questions complètement différentes. Je vous donne juste un exemple qui n'est pas relié à Pulse, mais il y a un effort qui a été fait absolument sans précédent pour faire du transcriptome cellule unique sur du cortex de patient. Ce sont des techniques de pointe de biologie moléculaire. Nous, au laboratoire, on a récupéré ce jeu de données. Je peux vous dire qu'on va utiliser ce jeu de données pour poser des centaines de questions différentes. Et c'est pareil pour Pulse, parce qu'en fait, c'est tellement multiparamétrique que finalement, la façon dont on aborde la question, l'angle, en fonction de ce qu'on veut poser comme question, va pouvoir vraiment répondre à des questions très, très, très variées. Et alors, la génétique, c'est sans fin. Donc voilà. Donc effectivement, le nouveau gène, dès qu'il y a un nouveau gène, on pourra réinterroger Pulse par rapport à ça. On pourra voir si, imaginons, je vous donne juste un exemple. Début 2023, on a identifié un nouveau gène de SLA dans l'équipe. J'attends les résultats de Pulse avec la plus grande impatience parce que l'une des implications de ce gène, c'est sous la forme d'un variant commun, un peu comme UNC13A. Et donc, je m'attends à ce que dans la cohorte Pulse, il y ait à peu près 20 à 25% qui soient porteurs de cet allèle-là. Et je ne sais pas si les patients qui portent cet allèle-là vont être plutôt spinaux, plutôt bulbaires, plutôt jeunes, plutôt plus âgés. Et ça va... en ce moment, j'ai une thèse qui est en route sur ce gène-là. Et évidemment, la façon dont on peut étudier, les informations qu'on peut avoir en vie réelle, parce que là c'est la vie réelle, va orienter les questions qu'on va poser avec l'étudiante en thèse. Et ça va être des jeux constants, des allers-retours constants entre les données de Pulse et les expériences qu'on peut faire dans le laboratoire. Et finalement, ça va orienter le travail de beaucoup de laboratoires en France et dans le monde, ça c'est sûr. Effectivement, c'est une pièce du puzzle. Il ne faut pas penser non plus que c'est l'alpha et l'oméga de tout, parce qu'effectivement, il y aura d'autres cohortes. On a besoin de beaucoup plus de patients qui sont inclus dans des cohortes multiparamétriques comme ça. Mais c'est une pièce vraiment importante. Oui, vous avez évoqué la part de l'environnement, en fait, donc sur le facteur de déclenchant, si j'ai bien compris. En fait, où en sont vos recherches par rapport à cet environnement? Parce que qu'est-ce qu'on définit par environnement finalement? Ouais, alors c'est très vaste. Hein. Il y a différents courants de pensée, on va dire.
en fonction aussi des approches qui sont utilisées. Donc il y avait, je vais parler des facteurs de risque environnementaux type polluants, ou ça c'est une première chose. On a beaucoup parlé des toxines, par exemple les cyanotoxines, les toxines provoquées par les cyanobactéries ou certains champignons. Donc ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, alors ça, très honnêtement, c'est pas mon domaine. Par contre, je me suis pas penché dessus, et on a essayé nous dans des modèles de moduler ça pour voir si on modulait la maladie. Ça n'a pas été un franc succès, à vrai dire. L'autre chose sur laquelle on s'intéresse beaucoup, qui est aussi reliée à l'environnement, c'est tout ce qui est métabolisme et nutrition, exercice physique. L'exercice physique a l'air d'être un facteur de risque en épidémiologie de la SLA. Donc effectivement, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des interactions ici. Je vais vous donner un exemple. Parmi les 7 gènes que je vous ai montrés, il y en a un qui est un facteur de transcription, qui est un gène qui est impliqué dans la réponse aux polluants. Donc on pourrait imaginer que, là je spécule totalement, mais on pourrait imaginer qu'on ait une interaction gène-environnement chez les personnes qui sont porteurs de cet allèle de risque, qui va les sensibiliser à tel polluant et qui du coup va augmenter leur risque. Voilà. Donc ça c'est les grandes lignes sur l'influence de l'environnement, tout ce qui est exercice physique, métabolisme, perte de poids, tout ce qui est et après les polluants, les micropolluants, notamment beaucoup sur les cyanobactéries et puis les champignons effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais surtout remercier Luc. Moi, je trouve ça fascinant, hein, toute cette recherche, et il me semble que c'était clair et compréhensible pour tout un chacun, même si effectivement il y a certains schémas. Oui, j'en ai passé certains. Mais quand même, je trouve que c'était particulièrement compréhensible. Et je pense que ça va être justement un des efforts qui suivront toutes ces avancées, parce que je me mets à la place des patients, de leurs familles et de leurs aidants. Et je me dis, il va falloir pouvoir vraiment communiquer de façon pédagogique, compréhensible, enfin voilà, tout ce qui marche avec. Parce qu'on a souvent ces interpellations. Ben oui, on me parle de gènes, on m'a dit qu'on me faisait telle recherche, puisque maintenant c'est possible. Et du coup, ben, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça va générer aussi beaucoup de sujets de discussion, mais je pense qu'il faudra... Et beaucoup de... il faut, enfin, en tout cas, je peux, pour commenter, je pense que dans la communauté française qui travaille sur la SLA, les gens sont totalement volontaires pour faire ce genre d'action de communication avec le plus grand plaisir. Oui, mais ce sera, je pense, une des choses essentielles, en sachant qu'on est fasciné par le fait que voilà, ça avance, et on voit des explications qu'on a cherchées quand même depuis fort longtemps se dessiner. Donc c'est fabuleux. Merci beaucoup. Et c'est vrai, ouais. En tout cas, on est motivé pour communiquer, il n'y a pas de problème. Ouais, super. Merci. Merci. Au revoir. Bon, mais je pense que nous allons pouvoir nous séparer avec des rencontres prochaines. N'oubliez pas Éclat de juin, hein, c'est encore tout ce mois-ci, donc il y a encore pas mal d'opérations à suivre un peu partout en France. Les rencontres de juin, défi la SLA, il y a encore jusqu'au 21, et puis plein de rendez-vous. Donc oui, il manque 8 km à Luc pour terminer son défi, donc on est de tout cœur. Et voilà, et donc merci beaucoup pour votre présence, merci aux gens qui ont pu suivre la conférence à distance. J'espère que ça a été aussi clair pour eux, et à très bientôt.